This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main beam bus undervolt. Roger, main B undervolt. Okay, stand by, 13. We're looking at it. Houston, on a un problème. Cette phrase légendaire est née lors de l'un des incidents les plus dramatiques de l'histoire de l'exploration spatiale, l'accident presque tragique de la mission Apollo 13. Mais comment une mission censée être une simple routine a-t-elle failli se transformer en l'une des pires tragédies de la conquête spatiale? Et surtout, comment l'ingéniosité des 3 astronautes à bord, associée à celle des ingénieurs de la NASA, a permis de transformer une situation désespérée en une incroyable démonstration de résilience humaine, sauvant ces 3 hommes d'une mort quasi certaine. C'est quoi la mission Apollo? Disons plutôt le programme Apollo. Le programme Apollo n'est ni plus ni moins que le programme lancé par JF Kennedy durant la guerre froide, dont le but était de permettre aux États-Unis d'envoyer des hommes poser le pied sur la Lune. Là, vous devez vous dire, mais quoi Apollo 13? Il y a eu 13 missions? Non, 17. Mais il y a eu des annulations et des missions test, donc pas habitées. On ne va pas non plus tergiverser, mais en gros, après l'échec d'Apollo 1 qui a mené à la mort de son équipage, mort dans un incendie du module de commande, donnant lieu à l'un des enregistrements audio les plus glaçants qui m'ait été donné d'entendre, la NASA a revu la sécurité et la conception de ses fusées Saturne. Jusqu'à Apollo 11, les missions ont été majoritairement de la préparation pour mener à bien la mission Apollo 11, qui est le premier alunissage de l'homme. Donc, après Apollo 17, il y aura eu 6 fois où l'homme a marché sur la Lune. 6. Y a pas un problème dans le calcul là? Eh bien non, puisque la mission Apollo 13 n'a pas vraiment été menée à son terme. Pourtant, vous savez quoi? Cette mission qui sur le papier a été un échec total, a été couronnée d'un certain succès, car personne n'est mort. Et c'était pas forcément bien parti. Je l'ai précisé plus tôt, mais les USA étaient en pleine guerre froide. Et si vous avez un tant soit peu suivi vos cours d'histoire, vous savez que cette course à l'espace entre l'URSS et les USA, c'était purement et simplement une guerre d'influence sur quel pays est le plus fort, quel pays a le meilleur système économique, ou si je résume ça de façon très rudimentaire, qui a la plus grosse. Et forcément, les USA ayant gagné cette guerre de la conquête spatiale avec la mission Apollo 11, ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin pour rappeler à ces sagouins de communistes qui sont les plus forts. Et donc effectuer encore plus de missions en direction de la Lune entre 1969 et 1972. 3 ans et 7 missions, c'est vraiment du forcing. Après, j'extrapole, ces missions ont été une avancée extraordinaire pour la science. Du coup, c'était quoi les objectifs de cette mission Apollo 13? L'étude et la collecte de roches du cratère Framoro, là où était prévu l'alunissage. La mise en place d'appareils de mesure pour étudier la structure interne de la Lune et l'analyse d'ondes sismiques en faisant écraser un des étages de la fusée. C'est précis. Réaliser des photos des futurs sites d'alunissage. Soyons clairs, j'ai résumé et condensé ces missions, mais on va pas non plus tourner autour du pot, car ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut savoir à quel moment ça a été la merde. Et dans notre cas précis, comment nos 3 membres d'équipage, Jim Lovell, Jack Swigert et Fred Hayes, ont-ils pu réussir à s'extirper d'une situation catastrophique qui semblait perdue d'avance? Bon, petite mise au point sur le fonctionnement d'une fusée et de comment on atterrit sur la Lune avant de voir comment s'est déroulé le voyage. Déjà, pour la faire courte, une fusée c'est simplement un gros tube dont la quasi-totalité contient du carburant. En fait, une fusée ce n'est pas compliqué. C'est genre 90% d'énergie pour s'extirper de la force gravitationnelle terrestre et pouvoir naviguer entre la Terre et la Lune. Et le reste, ce sont les humains et le nécessaire à la mission. La fusée qui a permis ce lancement, mais également le lancement d'Apollo 11, était la fusée Saturn V. On va la séparer pour voir son fonctionnement. Le premier étage propulsait la fusée pendant les 61 premiers kilomètres d'ascension. Le carburant est un mélange qui se fait au niveau du moteur-réacteur que l'on appelle propergol. Les 2 carburants sont stockés à part pour pouvoir effectuer la réaction chimique au niveau du moteur et leur combustion donne une énorme quantité d'énergie pour pouvoir s'extraire du plancher des vaches. Forcément, une fois le carburant consommé, cet étage n'est juste qu'un poids mort, donc des petits explosifs font péter les boulons et l'étage se détache. Le deuxième étage fonctionne selon le même principe. Une grosse quantité de carburant, mais l'étage est forcément plus petit. Petit, le truc mesure déjà 26 mètres. Et il permettait à la fusée de rentrer dans les plus hautes couches de l'atmosphère,
Et pour information, 97% de la masse de cet étage, c'était le carburant. Le troisième étage est l'étage crucial pour la mise en orbite terrestre et ce que l'on appelle l'injection translunaire. Je l'explique dans 2 minutes. Et enfin, le vaisseau qui est constitué de 3 parties majeures. Le module lunaire qui permet d'allunir et de retourner en orbite lunaire. Le module de commande, là où se trouve l'équipage. Et le module de service qui permet de nous emmener et de repartir de la Lune. Il se détache du module lunaire et reste en orbite lunaire pour le retour. On a vu comment était montée la fusée Saturn V. Maintenant, passons en revue les différents événements de notre chronologie. Le décollage de Saturn V s'effectue à 14h13. Et est-ce qu'il y avait un problème à signaler? Genre un peu comme Challenger où les ingénieurs avaient tiré la sonnette d'alarme plus d'une fois? Eh bien non. Le lancement s'est très bien passé, à ceci près qu'un des moteurs centraux s'est arrêté 2 minutes trop tôt. Et c'est grave? Non, pas vraiment. Ça oblige simplement à laisser les 4 moteurs fonctionner un peu plus longtemps. Dans l'ensemble, la mise en orbite se passe bien, donc rien à signaler. La fusée décolle et le premier étage nous emmène environ 67 km avant de se détacher. Puis, le deuxième étage emmène la fusée vers 175 km de la Terre avant de se détacher également. Enfin, le troisième étage s'allume brièvement juste pour pouvoir positionner la fusée dans l'orbite de stationnement. On appelle cette orbite ainsi car elle se trouve à environ 190 km d'altitude et une fusée ne doit pas y rester trop longtemps avant d'être soumise à la gravité terrestre et de retomber. On va dire que cette orbite permet à l'équipage de vérifier que tout va bien avant d'entreprendre le long périple vers la Lune. Bonne chose de faite, on rallume les moteurs du troisième étage pour sortir de cette orbite d'attente. C'est ça ce que l'on appelle l'injection translunaire. Et ainsi, le troisième étage se dégage, libérant ainsi le vaisseau. Alors, le vaisseau se trouve toujours sur une orbite de la Terre, mais très excentrique, et cette orbite est elliptique. L'avantage, c'est qu'au bout de cette orbite se trouve alors l'orbite de la Lune, donc si le lancement est bien effectué pour que le vaisseau atteigne l'apogée de l'orbite, eh bien le vaisseau va alors croiser la Lune et être également attiré par sa gravité. Alors c'est pas pour autant terminé car la trajectoire du vaisseau est juste modifiée. Si on laisse faire le truc, il retournera vers la Terre après avoir fait un petit détour autour de la Lune. C'est ce que l'on appelle la trajectoire de retour libre. Donc, le module de service allume son moteur pour pouvoir rester en orbite lunaire. Et je vais m'arrêter là, parce que ce n'est pas le sujet, on ne parle pas d'Apollo 11 ici. Ça y est, on a vu comment un voyage vers la Lune pouvait s'effectuer. Maintenant, reprenons où on en était. Après les vérifications nécessaires des systèmes, ça y est, 15h55, l'injection translunaire s'effectue. Tout se passe bien alors. Oui, jusque-là, mais il faut tenir les 3 jours de trajet. Mais ça va le faire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Environ 56 heures après le décollage, le centre de contrôle de Houston demande à Swigert d'effectuer un brassage de l'oxygène contenu dans le réservoir 2. En gros, ça nécessite d'activer des ventilateurs pour brasser l'air dont le but est d'homogénéiser l'oxygène pour éviter qu'il se stratifie en couches. Il est environ 3h07 quand soudain... C'est dans l'incompréhension que la peur s'installe chez nos 3 membres d'équipage. Et c'est à ce moment-là que Lovell et Swigert, chacun leur tour, prononcent une phrase qui, malgré eux, restera culte à travers l'histoire. Okay, Houston, we've had a problem here. Houston, we've had a problem. Le centre de contrôle de Houston a également été alerté de cette explosion par les indicateurs de contrôle. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en activant les ventilateurs pour le brassage, un court-circuit s'est produit dû à des câbles électriques endommagés et l'étincelle produite enflamme l'isolant autour des câbles dans le réservoir d'oxygène. Je vous fais pas un dessin, l'oxygène est un excellent comburant. Triangle du feu, tout ça. Vous êtes en droit de vous demander... Mais quoi, ils n'ont pas fait toutes les vérifications avant la mission? Si, mais on verra plus tard les causes de cet accident car la situation presse. Petit rappel, le vaisseau est en trajectoire vers la Lune à plus de 300 km de la Terre. Ok, bon, combien de temps leur faudrait-il pour retourner vers la Terre? Environ 4 jours. Ok, mais il restait un autre réservoir d'oxygène, non? Oui, mais l'explosion du numéro 2 l'a endommagé, donc il fuit. Ok, donc quelles étaient les solutions? Eh bien, le module de commande était en perdition des réserves d'oxygène existantes, donc d'ici quelques heures, s'il restait là, il mourrait d'asphyxie. Ils ont donc été obligés de se servir du module lunaire comme canot de sauvetage. Ah, donc c'est bon, ils sont tirés d'affaire.
Eh bien, le module lunaire, qui avait certes ses propres ressources et son oxygène, n'était conçu que pour 2 personnes, pendant environ 2 jours. Ok, donc ils sont vraiment dans la merde. Pire que ça, parce que les réservoirs d'oxygène ne permettaient pas uniquement d'alimenter notre équipage, mais également les piles à combustible qui gèrent tout le système électrique. Ah, et forcément, qui dit module pour 2 personnes, dit que les filtres à CO2 ne supporteront pas 3 personnes, risquant un empoisonnement au dioxyde de carbone. Et les batteries du module lunaire ne sont pas conçues pour la longue durée. Et il va falloir rationner l'eau. Et il va falloir recalculer la trajectoire parce que l'explosion a légèrement modifié la trajectoire. Donc, le vaisseau ne se trouve plus sur une trajectoire de retour libre. Et si on ne fait rien, il passera environ 6400 km de la Terre. Et donc, la gravité n'aura plus pour effet de les ramener vers la Terre, mais de les catapulter aux confins de l'espace par effet de fronde gravitationnelle. Bref, vous avez raison. C'est la merde. Mais l'instinct de survie a primé, et nos astronautes, les techniciens et ingénieurs de Houston sont prêts à surmonter ces défis et à ramener l'équipage sur Terre. Mais il va falloir être minutieux, être prêt à tous les sacrifices. Comment ont-ils procédé ? Failure is not an option. Célèbre phrase qui n'a pas été prononcée par Gene Kranz dans la vraie vie, mais dans le film Apollo 13. Mais ça résume bien l'état d'esprit de nos astronautes et de la NASA. Ils ont dû vite identifier les différents problèmes et prendre une décision rapidement. Oui, parce que du point de vue de nos astronautes, ils n'en savent rien que c'est un câble dénudé qui a provoqué toute cette merde. Ils pensaient qu'une petite météorite les avait percutés. Ils savent que chaque décision doit être prise avec le plus grand soin, mais rapidement. La décision est prise. Jack Lousma, un autre astronaute à Houston, ordonne l'arrêt des piles à combustible en fermant les robinets d'oxygène, la réduction de la puissance de bord à 0 et l'utilisation du module lunaire comme canot de sauvetage. Bon, maintenant, tâche si ce n'est la plus importante, corriger la trajectoire de vol. Soit 5 heures après l'explosion, cette correction se fera en une manœuvre de 30 secondes en utilisant le moteur de descente du module lunaire. Et pour corriger les problèmes d'oxygène que j'ai énoncés avant, il va falloir se démerder pour bricoler une solution pour adapter les filtres à CO2 pour 3 personnes. En fait, ils ont adapté les filtres à cartouche du module de commande pour le module lunaire avec des couvertures, du scotch, des tuyaux et des sacs plastiques. Et en ce qui concerne les réserves d'oxygène, pas le choix. L'oxygène servant à l'alimentation de certains systèmes du module, il va falloir les éteindre. Ok, à partir de là, ça va. Ils ont suffisamment d'oxygène pour tenir jusqu'au retour sur Terre et les filtres bricolés tiendront, évitant l'accumulation de CO2. Ok, ça va, mais ils vont avoir froid. Très froid. Et oui, comme il fallait garder l'oxygène pour nos astronautes, certains systèmes non essentiels sautent, dont le chauffage. La température descendra à 9 degrés Celsius dans le module lunaire, au point où Hayes attrapera une fièvre doublée d'une infection. Soit, la vie va être très rude pour eux durant 4 jours. D'autant plus qu'ils sont limités à environ 200 ml d'eau par jour chacun. Sachant qu'un homme a besoin d'un apport hydrique de minimum 1,5 litre par jour, ils peuvent tenir environ 6 jours avant d'avoir une perte critique de masse d'eau qui pourrait être fatale. De toute façon, ils n'ont pas le choix, et pas le temps de se lamenter, il va falloir encore effectuer une correction de trajectoire. Oui, car des écarts mineurs se sont accumulés, modifiant la trajectoire de nos astronautes sur une mauvaise voie. Ces déviations mineures, ils s'en sont rendus compte après le survol de la face cachée de la Lune, qui a duré environ 30 minutes. Et c'est 30 minutes sans communication possible avec la NASA. Et oui, devant vous, il y a un obstacle d'une superficie de 37 millions de kilomètres carrés. L'angoisse. Donc, cette correction permet de modifier l'angle d'entrée dans l'atmosphère terrestre, sinon il rate le coche. Et tout ça a dû être fait manuellement en utilisant comme repère visuel le Soleil et la Terre. La manœuvre durera 4 minutes et permet d'assurer leur retour. Mais ce n'est pas gagné pour autant. 6h52, ça y est, c'est l'heure pour nos astronautes de rentrer à bon port.
Après une dernière manœuvre de correction d'angle pour entrer dans l'atmosphère, l'équipage est prêt. Mais il va falloir réactiver le module de commande, car seul lui est équipé d'un bouclier thermique pour la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Comme ces batteries sont désactivées depuis plusieurs jours, c'est un peu l'angoisse. Après une séquence rigoureuse pour allumer les systèmes sans surcharge des batteries, puis l'alimentation électrique est transférée depuis les batteries du module lunaire, on vérifie que le système de navigation et les parachutes sont bien opérationnels. Une vingtaine de minutes après, il est temps de se séparer du module de service. Ça permettra à l'équipage de voir l'étendue des dégâts. Troublant, hein? Et encore, ils ont eu de la chance que les dégâts ne furent pas plus importants. 9h43, c'est au tour du module lunaire d'être largué avant la rentrée atmosphérique. La rentrée dans l'atmosphère est le dernier défi à surmonter pour pouvoir les sauver. Si par malheur le bouclier thermique est ne serait-ce qu'un tout petit peu endommagé, ça sera la mort assurée. C'est durant les 4 prochaines minutes que le silence régnera à Houston, car dû aux interférences de l'air ionisé, le temps de la rentrée, impossible d'établir un contact avec l'équipage. Mais ce silence sera prolongé au-delà des 4 minutes. Quand soudain, « 13h07, l'équipage amérit dans l'océan Pacifique Sud, près des îles Samoa, et ils seront récupérés par l'équipage du porte-avions USS Iwo Jima. Ils seront accueillis en héros, et le président Nixon leur remettra la médaille de la liberté. Pour vous dire à quel point cette crise a été importante, l'URSS était prêt à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour venir en aide aux 3 hommes, en pleine guerre froide, même pire, en pleine guerre du Vietnam. On peut décompresser, ils sont sains et saufs. Mais du coup, qu'est-ce qui a provoqué ce court-circuit? Oula, beaucoup de choses qu'on ne va pas énumérer. Je vais juste vous évoquer la principale source qui en est ressortie. Pendant un test avant la mission, le réservoir d'oxygène a été vidé en activant le chauffage électrique à haute température pendant plusieurs heures. Et cette opération a endommagé encore davantage l'isolation des câbles électriques, ce qui a augmenté le risque d'un court-circuit. Bon, il n'y a pas que ça, mais la liste est vraiment longue de toutes les possibles sources de l'accident. Mais en tout cas, la NASA a bien retenu la leçon pour la suite et a même repoussé la mission suivante, Apollo 14. C'est pour ça que cet événement sera souvent nommé comme un échec couronné de succès. Tout va bien dans le meilleur des mondes, même si ça n'empêchera pas les futurs tragiques accidents comme la navette Challenger. On verra dans le prochain épisode un accident qui aura mené à la mort tragique de ses passagers dans un environnement plus qu'hostile. Un indice ? Enfin bref, j'espère que ce premier épisode de Black Lab Code vous aura plu. Et si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez le jingle. En tout cas, je ne sais pas vous, mais rien que d'y repenser, cette histoire me donne des frissons. Imaginez un instant qu'il y a plus de 300 000 km de la Terre, sans savoir si vous allez rentrer chez vous, sans savoir si votre prochain souffle sera le dernier. Nos 3 astronautes ont frôlé l'une des plus grandes tragédies de l'exploration spatiale. Et pourtant, grâce à leur sang-froid, leur ingéniosité et l'incroyable travail des équipes au sol, ils ont défié les probabilités et sont revenus sains et saufs. Mais qu'aurait-il suffi pour que le destin tourne autrement? Une panne un peu plus grave? Une fuite d'oxygène un peu plus rapide? Un angle de rentrée mal calculé? Finalement, Apollo 13 nous rappelle une chose essentielle. L'espace ne pardonne pas. Chaque mission est un pari avec l'inconnu, une lutte contre l'immensité, contre le vide, contre un environnement où la moindre erreur peut être fatale. Nos protagonistes ont été incroyablement chanceux, car vous savez tout comme moi que, dans l'espace, personne ne vous entendra crier.